Quel fut le développement du vidéo art ici au Brésil? Bon, au commencement, ça va comme ça? Ah non, tout près comme ça. Au commencement, non, c'est mieux que c'était comme partout. Quelques artistes qui faisaient déjà de l'art conventionnel, faisaient de la peinture, de la sculpture, etc. Mais surtout les artistes qui travaillaient avec l'art conceptuel, qui s'étaient intéressés par la vidéo. Et il faisait des œuvres qui n'étaient pas du tout des œuvres de vidéo, des œuvres à partir de qualité du vidéo, mais c'était des œuvres conceptuelles en vidéo. Alors, la plupart de ces artistes ne savaient pas même presser les boutons. Il avait toujours un ami, une personne qui faisait un technicien, et ils avaient des idées qu'ils racontaient, ils disaient bien, je veux ça, ça, et l'autre plus ou moins arrangeait la chose. Il n'avait pas d'édition à cette époque-là, c'était d'une fois. Alors il faisait 3, 4, 5 fois la même chose. Et après, c'était ce qui est arrivé, c'est l'œuvre. Il avait beaucoup de gens, des artistes qui coupaient les cheveux, qui causaient la peau avec. Il avait une, Laetitia Parente, qui a brodé dans son pied, dans le pied, la carte du Brésil, vous savez, devant la caméra. Et alors, ça finit avec, quand elle a fini de broder, il avait du sang et tout ça, mais elle ne pouvait pas changer. Elle ne pouvait pas s'arrêter pour après faire une édition, pas du tout. Et il avait beaucoup de choses qui étaient même des expérimentations comment on dit, au tédio, comment ça dit? Il avait même des expérimentations avec le nuit, bien sûr le nuit, de gens qui regardaient la vidéo. Et par exemple, Annabella Gag a fait une bande vidéo de 20 minutes dans laquelle elle montait un escalier de droite à gauche, après de gauche à droite, pour voir le centre de l'écran. Et après, tout le monde qui regardait ça dans un musée était épuisé, désespéré, bien sûr. Il avait l'autre qui a fait un voyage à Niterói, de Rio à Niterói, et il a mis la caméra dans la barre qui ne touchait pas. Alors, on voyageait avec lui en regardant la vidéo, n'est-ce pas, pendant une demi-heure. On allait, on rentrait à Rio. Et il avait d'autres qui, comme je dis, coupaient tout le cheveu et les autres poils du corps. Et ici, tout ça. Et, enfin, c'était des choses bien performatiques, bien dans l'univers de l'art conceptuel, qui d'une certaine façon, transformait en vidéo. Il n'avait aucune sorte de recherche de vidéos, de recherche technique, de choses qu'on pouvait faire. Rien, absolument rien du tout. Et à ce moment-là, c'était les années 70, il avait, que je sais, il avait un appareil à Rio avec Annabella Gag et ses élèves qui ont acheté ensemble, ils faisaient ces vidéos que j'ai racontées. Il avait un autre appareil à São Paulo qui appartenait au musée d'art contemporain.
où Walter Zanin voulait organiser un secteur vidéo. Et moi, j'étais la coordonnatrice de ce secteur-là. Et on invitait les artistes qui travaillaient avec vidéo pour montrer là, et même pour faire, parce que ici à Saint-Paul, c'était le seul appareil. Alors, beaucoup de gens étaient allés au musée avec des projets et on faisait là ensemble. Et c'était absolument précaire, comment on dit? Précaire. Il n'y avait aucune infrastructure. On n'avait pas de studio, on n'avait rien. Et il avait aussi Aguilar, José Roberto Aguilar, qui avait un autre appareil, porte-à-pack, et qui avait fait de choses, des œuvres au Japon et aux États-Unis et tout ça. Alors, c'était le milliardaire de la vidéo parce qu'il avait son propre appareil et il faisait des choses tout à fait extraordinaires pour nous parce que, enfin, il pouvait se donner au luxe de couper et tout ça. Mais enfin, aussi, c'était très pauvre avec Aguilar. Et il a monté ses œuvres au musée. Il avait aussi deux femmes de Rita Moreira et Norma Bahia, c'était de journalistes qui n'étaient pas n'étaient pas venues des arts plastiques, mais qui faisaient de la vidéo très belle. Elles ont fait des vidéos féministes. Alors de femmes avec des moustaches, des choses très drôles avec beaucoup d'humour et que j'ai montré aussi au musée, c'était très intéressant. Ça c'était là pendant les années 70. Après, alors ça c'était pendant les années 70 et il a eu aussi au musée d'art contemporain un cours technique parce que j'étais très choquée avec cette situation que les artistes ne pouvaient pas manœuvrer les appareils. C'était impossible de faire quelque chose si on ne sait au moins comment manœuvrer la chose. Et on a organisé un cours technique et Robert Sandoval, par exemple, c'était la première fois que je l'ai vu. Et beaucoup d'autres qui aujourd'hui sont des artistes. Et pendant les biennales, le biennale c'est une chose un peu à part. Parce que pour les biennales venaient quelquefois des choses extraordinaires, comme c'était la présentation des artistes américains, qui pour nous c'était absolument une chose d'autre monde, n'est-ce pas? Ils ont envoyé un container avec tous les équipements tout ce qu'il y avait de mieux à l'époque, avec un générateur d'électricité et tout ce qu'il fallait. Et ils ont monté une grande exposition de vidéo art avec Najum Paik, la TV Garden de Najum Paik. Je ne me souviens plus les autres artistes, mais c'était tout ce qu'il y avait de mieux aux États-Unis dans la vidéo. Tous les monstres sacrés d'aujourd'hui sont venus. Et c'était absolument une chose qui nous frappait et on disait, bon, c'est une chose de martien, ou quelque chose plus ou moins comme ça. Il a eu aussi une fois, le Canada a envoyé une très belle exhibition de vidéos. Et enfin, quelquefois, quelques 2 ans, pendant le biennale, venait une chose extraordinaire qui pour nous c'était absolument impossible, même d'entendre
la part technique, parce qu'ici au Brésil, c'était interdit d'importer ce genre de trucs, parce que il fallait donner de l'espace pour l'industrie brésilienne qui voulait faire des appareils ici. Alors, il avait 3, 4 très, très chers. Et pour nous, c'était absolument impossible de penser d'avoir les choses que les Américains, les Canadiens avaient. Et en plus, la télévision commerciale au Brésil était déjà très développée, mais c'était inaccessible. Au contraire des États-Unis, d'Europe, où il y avait toujours des artistes qui pouvaient faire des recherches dans la télévision commerciale. Ici, c'était absolument interdit. Les gens ne voulaient pas entendre parler. On a essayé même dans la télévision culturelle du gouvernement. Ils n'acceptaient aucune genre d'échange, de collaboration ou d'échange. Et on a demandé si le musée d'art contemporain pouvait envoyer un artiste pour apprendre à faire des choses. C'était absolument interdit. Et je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Et alors, la situation, c'était plus ou moins ça. Jusqu'aux années 1980, quand on a commencé à fabriquer au Brésil les équipements de vidéo. Alors, c'était le boom de la vidéo. Tout le monde a commencé à avoir des appareils et les gens, on a commencé à faire de petits productrices de production de vidéos indépendants. Et c'était un grand mélange parce que le garçon, la fille qui faisait ça pensait qu'ils étaient des artistes parce qu'ils ne faisaient pas la télévision commerciale. Alors, ils trouvaient que c'était de l'art. Alors, c'était un moment où on ne comprenait plus rien parce que dans les festivals, par exemple, il y avait le Vidéo Brésil, tout le monde était artiste. Et les choses étaient commerciales, étaient de la mauvaise copie de la télévision et des choses qui étaient déjà faites, tout ça. Et les gens se trouvaient de grands artistes de la vidéo. Et les artistes, le premier, les artistes plastiques qui faisaient la vidéo comme forme d'expérimentation, on s'en retournait à ces studios pour faire la peinture, la photo, je ne sais pas quoi. Et ils sont restés très peu. Aguilar a continué à faire un peu, mais très peu. Quelques noms comme Roberto Sandoval, comme Walter Silveira, Tadeu. On commençait, mais le mélange était tellement fort que c'était très difficile de distinguer. Et par exemple, il y avait une productrice d'art électronique. Les gens se trouvaient dans un Pike de tropique, vous savez. Et enfin, ils faisaient de la télévision, c'est pas absolument de recherche de langage, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais ça a fait que, vous savez, la quantité a augmenté beaucoup, mais la qualité a baissé, comme toujours. Hein. Et en ce moment-là, j'étais engagée dans un autre projet de faire un livre sur l'art au Brésil et tout ça. Et je n'étais pas personnellement dans le milieu de vidéo en ce moment. Mais je sentais que les choses étaient, enfin, pas bien. Et les galeries ne montraient pas. Le musée ne montrait plus. Les artistes étaient désanimés parce qu'en plus, c'est impossible de vendre les bandes vidéo et c'est très cher pour faire
il n'a aucune valeur pour vendre. Alors pour les artistes, c'était impossible aussi de faire. Ils n'avaient pas de dotation, rien, vous savez. Alors seulement s'ils faisaient comme le producteur indépendant qui faisait ça commercialement, avait le moyen de faire de petites bandes, expérimentales, etc. Mais c'était pas bien. Et ça a commencé en 1980. Mais aujourd'hui, ça fait 7 ans, c'est très peu de temps, n'est-ce pas? Et maintenant, l'année passée, dans le festival Vidéo Brésil, par exemple, ils ont commencé à faire une séparation des vidéos, de recherche de langage, de choses comme ça, des autres. C'est un bon commencement, n'est-ce pas? Mais dans l'université de São Paulo, Walter Zanini a commencé à faire une séparation pour avoir un institut d'art et technologie où on va apprendre les vidéos pour l'art comme expression d'art. Ça aussi, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Et à Rio, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne touche pas avec ça. Et je sais très peu de gens qui font de la vidéo art, hein, ici, c'est très peu. Je peux dire que je connais seulement Roberto Sadova, Walter Tadeu, quelquefois de gens très jeunes qui commencent maintenant. Et cette année, on a commencé un programme avec une galerie à São Paulo, peut-être la meilleure galerie de São Paulo, qui a ouvert un espace pour 4 fois par an faire des émissions de vidéos, mais pas de bande, des installations vidéo. Ça, c'est la nouveauté, n'est-ce pas? C'est les installations que les artistes ont vu qui passer la bande vidéo comme la télévision, ça ne va pas. Les gens n'aiment pas aller dans une galerie pour s'asseoir et passer une demi-heure devant la télé. Alors, s'ils profitent du vidéo pour organiser un nouveau espace, une chose comme ça, dans une installation, ça marche mieux. Et alors, Luiz a commencé ce programme, c'est nous, Fonte Brasil, qui organise, n'est-ce pas? Le premier, c'était Antonio Montade, c'est un artiste espagnol qui était ici, qui est venu pour donner un cours à l'université. On a profité pour commencer avec lui. Au mois de mars, ça sera le Caipirainha de Roberto Tadeu Walter. Peut-être au mois de juin, sera Wesley Dukili, qui a fait des vidéos très beaux. Et après, je ne sais pas. Mais ça a commencé, enfin, on a commencé à faire un essai pour voir si ça marche avec la vidéo dans la galerie. Et en plus, il y a le festival pour lequel tout le monde fait quelque chose, mais la qualité, c'est pas grand chose. Et c'est très drôle, il y a le musée d'Europe qui viennent ici, qui quelquefois achètent beaucoup de choses et que les artistes brésiliens tombent de la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ici, personne ne paye rien pour eux. Et au mois de décembre, je crois, c'est venu une curatrice d'un musée d'Amsterdam qui voulait acheter des bandes vidéo et tout le monde était étonné avec ça. C'était très drôle. Quelquefois, ça arrive. Et je crois que c'est tout. Au moins à São Paulo, je crois que c'est tout. Peut-être à Rio, vous trouverez d'autres choses. Est-ce que les artistes étrangers qui sont venus pour la Biennale de São Paulo, est-ce qu'ils ont apporté quelque chose de plus
aux artistes qui travaillaient dans le vidéo art ici au Brésil? Bien, je crois que voir le travail de Nanjum Park, par exemple, c'était très important. C'était un choc je vois, dans tout le monde, c'est comme ça. Et avoir l'opportunité d'avoir ici une grande installation très belle, d'un niveau très haut, ça fait différence toujours. Les autres, je crois, les Canadiens et je me souviens plus, il y avait des Français aussi. C'est un phénomène très étrange. Ce sont des choses un peu des fragments comment on dit sonho? De rêve. Ce sont de pièces de rêve, vous savez, qui arrivent. Dans la biennale, ça arrive toujours. Ce sont des choses transportées d'une manière tellement sec, disons, c'est très difficile de faire une influence parce que c'est pas des choses qu'on est habitué à voir, à discuter, à utiliser dans nos références, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui viennent d'une seule fois, chaque 2 années, en masse, une chose énorme, une sorte de kermesse, n'est-ce pas, qui tombe à São Paulo et qui pendant 2 mois, 3 mois reste là. Et c'est trop de choses, ce sont des informations absolument nouvelles toujours. Et comme ça, c'était très difficile d'influencer parce que on n'est pas préparé pour ça et on va voir plus jamais. Et alors, c'est pas comme si un artiste voyage, vous savez, il voit beaucoup de choses, petit à petit, les choses qui lui intéressent, tout ça. Ici, non, c'est une sorte de kermesse, de fête qui vient, ça tombe ici, on voit beaucoup de choses et ça disparaît. Alors, l'influence, c'est très réduite par ça. On voit, on dit bien, ce sont des choses très bien, tout ça, mais même les noms ne restent pas grand-chose. J'avoue que je ne me souviens plus le nom des autres, seulement de Nanjum Park, parce qu'après, je lis tellement des œuvres de lui, et c'est tellement important. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des échanges encore qui se font entre les artistes à l'étranger et les artistes ici au Brésil? Des échanges sur le point de vue choix d'histoire ou choix de la qualité, etc. Est-ce que... Au commencement, oui. À cette époque des artistes conceptuels, oui. Il a eu aussi au Musée d'art contemporain une exhibition qui s'appelait Meio Video, non, c'était Video Post. C'était des projets qui venaient de tout le bas du monde, des projets pour la vidéo, et qui ici au musée, l'artiste curateur exécutait le projet, faisait le band et après montait une exhibition, n'est-ce pas, de projets et du résultat, vidéo, qu'est-ce que t'as arrivé, etc. Alors il avait beaucoup de contacts, tout avec art, flou, au point de vue de concept, des idées, qu'est-ce que c'est la vidéo, comment ça va fonctionner comme expression d'art, tout ça, il avait beaucoup, vraiment il avait beaucoup, des gens qui faisaient de la théorie, n'est-ce pas, de la vidéo. Après la 1980, quand a commencé à exploser la vidéo, moi, je ne suis pas sûre si ça a continué. Je n'ai pas vu
de plus. Il y a dans l'université de Saint-Paul des artistes invités qui viennent d'Europe, des États-Unis pour donner des cours, pour faire des conférences. Par exemple, Anthony Montad qui est venu récemment. Mais je crois qu'il y a vraiment un intercambio, un interchange normal tout le temps. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas vu ça. Peut-être il y a quelques festivals où le Brésilien participe, comme ce festival aux États-Unis, quelquefois. Mais c'est très peu. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Fonte Brasil Video. On a monté une toute petite productrice de vidéos seulement pour le vidéo d'artistes à propos d'art ou des artistes. Et c'est le groupe de toujours, n'est-ce pas? Robert Sandoval, Walter Zanini et moi. Et si on arrive à gagner de l'argent, de donations et tout ça, peut-être ça va marquer la vidéo brésilienne. Mais on a déjà fait un travail, c'est le Caipiraí. C'était très intéressant de faire dans l'intérieur de São Paulo à propos d'une fête populaire, la fête de Saint-Esprit. Vous avez vu la vidéo? Ah, ça j'ai vu, Roberto. Vous avez vu la vidéo. Et au mois de mars, on va montrer la vidéo dans une grande installation très, très spéciale, je crois, à la galerie de Luiz Estrina. Et c'est le commencement de Fonte Brasil Video. J'espère que ça va marcher très bien. C'est financé par des fondations? Non, c'est financé. Il y a au Brésil une nouvelle loi qui s'appelle loi Sarney. Et on peut. Oui, la moitié, n'est-ce pas? On peut. Si on fait une donation, on peut déduire de la moitié des impôts. Et alors, c'était moi et mon mari que nous avons fait des donations. Maintenant, c'est tout une chose très, enfin, in, mais peut-être après, entre le premier travail, on pouvait je ne sais pas, avoir d'autres donations. C'est très difficile, cette histoire de l'argent. Il n'y a pas de fondation ici pour ça. C'est très difficile. Oui, c'est dommage. Mais enfin, le pays, c'est pas très riche, n'est-ce pas? Il n'y a pas de l'argent pour la vidéo, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Mais enfin, à côté de ça, il y a un argent fou pour la télévision. En minute dans la télévision, vous payez une somme extraordinaire. Oui. Et c'est un paradoxe.